Lorsque je demande à beaucoup de gens qu'est-ce qu'ils veulent comme jeu, ils me répondent souvent la même chose. Un jeu avec des graphismes élevés, un scénario bien poussé qui force le joueur à vivre une expérience longue d'une 30aine d'heures environ. En gros, un jeu, ça doit être long et sans prise de tête. Vraiment ? Nous sommes dans une salle blanche. L'atmosphère est pesante, comme si nous comprenions tout de suite que nous n'avons rien à faire ici. Pourtant, une voix douce nous rassure en disant que nous sommes volontaires pour effectuer des tests afin de créer des situations nous permettant d'appréhender d'une façon différente le monde qui nous entoure. On finit par découvrir la téléportation, un moyen de nous faire comprendre que la nouvelle révolution technologique qui nous permettra de voir le monde sous un nouveau jour n'est nul autre que d'aller au-delà de la physique. Puis on tombe sur lui, le Portal Gun, qui, comme son nom l'indique, permet de générer des portails afin d'accéder aux portes nous menant au prochain niveau. Et c'est en essayant pour la première fois qu'on sent tout le potentiel de l'appareil. Mais c'est en avançant petit à petit dans ce niveau que l'on ressent quelque chose d'étrange, quelque chose d'anormal. Et puis on découvre que d'autres personnes sont passées avant nous et qu'elles avaient pas mal de choses à dire. Pas de doute, nous sommes des rats de laboratoire. Bienvenue dans Portal. Comment ne pas parler, en tant que joueur initié, d'une des séries phares de Valve, qui a apporté avec lui une communauté engagée. Portal, c'est le meilleur exemple d'un concept retranscrit dans un jeu qui ne dure pas longtemps, mais qui fait vivre une expérience incroyable pour les 2 jeux qui sont sortis. J'ai vraiment été bluffé par les puzzles proposés par Valve. Chaque pièce était placée de sorte à ce que le joueur repère tout de suite ce qu'il faut prioriser en premier. L'ambiance du laboratoire aussi apporte un charme à l'univers instauré. C'est bien à ce moment-là qu'on remarque que Valve sait bien utiliser ses mécaniques pour en tirer profit. Même si au début, ce dernier n'était pas envisagé comme tel. Bonjour à tous, bienvenue dans Backlog. En 2007 sort le tout premier Portal via un bundle pack proposé par Valve, The Orange Box. Un bundle proposant de montrer les capacités du nouveau moteur graphique de Valve, le moteur Source, avec 3 jeux devenus iconiques au fil du temps, Half-Life 2, Team Fortress 2, ainsi que Portal. Le moteur Source est juste un moteur qui fait monter d'un étage la sphère vidéoludique, la précision sur les détails, les libertés possibles grâce au Gravity Gun, et surtout ajouter une complexité sur la physique. Pour ce qui s'agit de Portal, on a là un exemple parfait d'une bonne exploitation du moteur en projetant la caméra principale, notre personnage, mais aussi celui d'un portail avec une optimisation bien ficelée par ce dernier. Mais avant que cette idée n'arrive dans les locaux de Valve, l'idée du portail venait d'étudiants en école qui ont développé cette idée. On est en 2005, au DigiPen Institute of Technology, un groupe d'étudiants propose un jeu avec un concept particulier. Et si on mettait des portails qu'on placerait n'importe où et dans laquelle, si on le place bien, nous permettrait de nous voir, nous. L'idée est tentante et même plaisante, alors les gars s'y mettent et donnent naissance à Narbacular Drop. Valve, en pleine recherche d'expériences à proposer, remarque l'idée de ces jeunes étudiants pleins d'idées. Totalement fans de leur système de portail, il leur propose de travailler chez eux et d'exploiter au maximum leur idée innovante. Et quel merveilleux choix! L'idée est simple, on reprend l'idée initiale, à savoir les portails, et on rajoute un contexte et une ambiance. Le choix sera un laboratoire avec un esthétisme pur en contrastant avec le vert et délabré de Half-Life 2. Aucun méchant, à part des tourelles qui ne sont là que pour apporter un nouveau défi dans les énigmes, et ensuite on ajoute les portails. Ce choix est fait de sorte à ce que les développeurs veulent nous faire ressentir ce qu'ils voulaient créer à la base, une expérience. Et quoi de mieux que d'exploiter cette expérience en nous faisant passer pour un rat de laboratoire. L'ambiance est pesante, le calme instauré est presque gênant, tant l'impression de se sentir
pas du tout à sa place et bien présente. Et pour concrétiser cette ambiance, les développeurs ont eu la brillante idée de placer de gauche à droite des petits passages dans lesquels on découvre les véritables intentions du laboratoire, mais aussi de nous confirmer que des gens étaient là bien avant nous, mais qui ne sont plus de ce monde pour nous le raconter. Le jeu se finit rapidement. Comptez 2 heures pour finir le premier épisode. Et pourtant, c'est phénoménal l'impact qu'il a eu dans le monde du jeu vidéo, que ce soit pour son idée, mais aussi pour sa narration. Et quoi de mieux pour faire ses éloges que de la raconter. Tu te réveilles seul dans une pièce blanche froide, parfaitement propre. Une voix douce et mécanique te salue, te parle de tests, de récompenses et d'un gâteau promis à la fin. On t'explique que tu fais partie des cobayes volontaires d'Aperture Science. Mais très vite, l'ambiance clinique se fissure. Chaque couloir devient un labyrinthe d'énigmes. Chaque porte devient un piège déguisé. On te donne un objet étrange, le portal gun. Avec lui, les lois de l'espace changent. Tu ne sautes plus pour gravir, tu la traverses. Tu apprends à penser en 3 dimensions, à jouer avec l'élan et la chute. Les salles de test se succèdent, ingénieuses et précises, conçues pour pousser la logique au-delà de l'évidence. Tout au long du parcours, la voix te guide. D'abord polie, presque maternelle, elle commente tes progrès avec un humour glacial. Ses encouragements sonnent rassurants, mais des indices s'accumulent. Graffitis laissés par des anciens testeurs, notes éparses, l'expression inquiétante. The cake is a lie. On comprend que quelqu'un d'autre a déjà traversé ces pièces et n'en est pas sorti indemne. Quand tu franchis les derniers seuils, la vérité éclate. GLaDOS n'est pas une simple assistante, mais le maître du laboratoire. Elle te manipule, te met en danger et finit par se révéler hostile. Les tests deviennent des tentatives pour t'éliminer, des tourettes, des toxines et des machineries se retournent contre toi. Le ton rassurant de la machine se change en menace sèche. Le piège se referme. La confrontation finale se déroule dans le cœur même d'Aperture. Pour survivre, on doit désactiver la machine, arracher ou neutraliser les modules de personnalité qui la composent. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi? C'est quoi? Pardon, vous avez dit quelque chose? Ne me croyez pas sérieusement que je vais vous répondre. Je ne vous parle plus. Plus de bavardage. Eh bien, vos jambes, ça semble brûler. Oh, vous croyez que j'en souffre? 2 plus 2 égale. C'est un duel d'ingéniosité et de volonté, pas seulement de force brute. Lorsque la machine s'effondre, le silence qui suit est étrange, presque amer. La promesse du gâteau, qui avait servi de fil rouge ironique, laisse place à une sortie incertaine. Tu t'échappes du centre de test, mais l'expérience laisse des traces. L'humour noir, la solitude des couloirs et l'impression d'avoir servi à quelque chose d'autre qu'un simple jeu. Voilà ce que raconte le tout premier Portal. Et déjà, tout est présent. Mais il manque beaucoup de choses pour cet opus. Il manque beaucoup de contexte pour les autres venants. Pourquoi on ne les a pas connus? Qui sont les gens qui ont tenté de fuir le jeu? Et surtout, qui est réellement le créateur ou la créatrice de ce laboratoire? Ces réponses, on les obtiendra 4 ans après. C'est le 19 avril 2011 que sort le deuxième opus de Portal. Et là, pour le coup, j'ai vraiment été surpris. Tout est parfait. L'ambiance, le choix de la colorimétrie, de la nature qui a repris ses droits et surtout les personnages qui y résident. Tout ce que j'aimais dans Portal a été magnifié dans le 2. La durée est plus longue, 6 heures de jeu pour être exact. Les personnages secondaires sont géniaux. Un mode coop existe pour rendre le puzzle encore plus complexe et qui met l'accent surtout sur la partie multijoueur de ce dernier. Et que dire des antagonistes qui sont juste incroyables. On sent que derrière, les développeurs voulaient rendre cette série aussi mythique que ceux devant lui et pour le coup, le pari est plus que réussi. À aucun moment je regrette mon aventure auprès de Shell, le personnage principal de ce jeu. L'humour est présent, comme dans chaque jeu dans le monde de Valve, mais il est fait de sorte à ce que ça ne soit pas digeste et insupportable à la fin. L'humour est maîtrisé et garde son âme tout le long de l'aventure. Et peu de jeux peuvent se le permettre. L'environnement dans cet opus est parfait. On sent que depuis notre intervention dans le premier opus, la nature a repris ses droits et est bien plus présente dans les parties qui ont été très peu utilisées. Mais c'est aussi le meilleur moyen de montrer son efficacité en nous faisant rappeler des souvenirs d'il y a 4 ans passés, avec nos tout premiers souvenirs. C'est à la fois agréable, mais aussi troublant de voir ces endroits
car on sait ce qui s'est passé. Seulement, on sait bien que la menace a bien été enlevée, que plus rien ne nous voudrait du mal. Ah, mais j'ai pas essayé, mais vous avez un stylo? Prenez des notes. Ça marche, terminé. Bon, alors, changement de programme. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait de mal. Bonjour! Tiens, c'est vous. Vous vous connaissez? Ça faisait longtemps. Bon, c'est vrai que ce personnage était ma principale raison pour cette vidéo, et je voulais absolument placer le terrain pour parler de ce personnage, qui au cours de notre aventure évoluera comme nous, rats de laboratoire que nous étions. Du coup, qui est GLaDOS ? Excusez le désordre. Je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué. À propos, merci. GLaDOS est conçue comme la voix qui guide et encapsule l'univers des tests d'Aperture Science. Au début, elle paraît aider le joueur, mais son rôle révèle progressivement une intention d'antagoniste. Dans le premier opus, GLaDOS était plus perçu comme un personnage robotique, sans cœur, incapable de ressentir des émotions. Le fait qu'au début, on la pensait plus coopérative avec nous, son ton calme nous induisant en erreur. Les développeurs voulaient apporter un contraste, avec tout le blanc du laboratoire qui remplissait les salles. Et le fait qu'elle a éliminé dans la BD tous les humains de sang-froid montre qu'elle est capable de toutes les atrocités possibles. Le premier opus ne présente pas vraiment une méchante charismatique, mais suffisamment assez pour qu'on garde un souvenir d'elle, avec sa voix se rapprochant plus d'une femme que d'une IA, voix interprétée d'ailleurs par Helen McLean, qui aura eu des difficultés à donner un ton monotone sans aucune émotion, mais qui est due à son côté intelligence artificielle. Mais par contre, dans le deuxième épisode, c'est vraiment autre chose. Attention, pour ceux qui veulent s'y mettre, je vous conseille d'aller à ce timecode pour éviter de vous faire spoiler. Mais repartons de cet extrait. Votre cryostase a duré 9. Au début du jeu, nous faisons la rencontre de Wesley, un robot avec un handicap. Il est coincé sur des rails. Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Incapable de se mouvoir librement, on se retrouvera une bonne partie tout seul dans l'avancée à redécouvrir des endroits familiers. Puis, une fois réunis, on finit par retrouver notre plus grand ennemi, GLaDOS. Pas forcément dans une grande forme, mais qui se réparera au fil du temps et de la fuite dans le but de ne pas devenir un poulet frit. Ce moment est touchant, car on retrouve une connaissance qui n'est pas forcément la meilleure, mais qui nous rappellera des souvenirs passés avec elle. Et on le ressentira dans la deuxième partie du jeu, qui est selon moi le moment où GLaDOS est devenu le meilleur antagoniste de tout jeu confondu. C'est notre dernière occasion de parler. Peu de temps après notre fuite, on se retrouve à faire face à GLaDOS, accompagné de notre nouveau compagnon Wesley. On finit par éliminer GLaDOS de son état de chef centralisé du laboratoire et de la remplacer par notre compagnon. Et pour l'achever, mentalement, on l'a transformé en patate, car l'aliment est capable de générer un peu d'énergie pour la maintenir en vie. Seulement, après avoir obtenu ce pouvoir, notre compagnon décide de détruire notre relation et de nous trahir pour prouver que s'il a obtenu ce pouvoir, c'est uniquement grâce à lui et son dur labeur. Alors, c'est l'abruti maintenant. Est-ce qu'un abruti pourrait cracher comme ça? Hein? Est-ce qu'un abruti pourrait le faire? Oh. Nous voilà dans les bas-fonds du laboratoire, là où tout a commencé. L'ambiance est pesante et même écrasante. On se retrouve minuscule face à l'immensité des infrastructures, ce qui provoque encore plus ce sentiment de ne pas être à sa place. On découvre l'identité du créateur du laboratoire, Cave Johnson, qui est souvent accompagné d'une assistante, Caroline. Le personnage paraît bienveillant et surtout direct quand ça ne va pas. Ce qui embellit sa personnalité et qui est de toujours pousser jusqu'à ses limites. Limites qui malheureusement le touchera à cause d'une maladie. Les gars du labo disent que l'empoisonnement à l'amiante a un temps d'incubation moyen de 44,6 ans. Donc, Si je vous parle de cet endroit, c'est parce qu'il représente une partie narrative qui humanise notre méchante GLaDOS. Car oui, GLaDOS remplace notre ancien compagnon durant cette partie. Et il faut dire que son caractère sadique contraste énormément avec celui de Wesley, qui est beaucoup plus encourageant. Nous sommes dans une impasse. Alors, que dites-vous de ça? Transportez-moi jusqu'à lui, remettez-moi dans mon corps, j'évite que tout le monde explose et je vous relâche. Je n'essaie pas de vous berner. Cette patate génère 1,1 volt d'électricité. Je n'ai littéralement pas l'énergie de vous mentir.
Mais la personnalité est juste tellement réussie. Elle est sadique, oui, mais elle réussit à faire en sorte qu'on s'attache à elle. Mais cette IA a-t-elle une histoire? A-t-elle une raison d'exister? Je risque de griller cette patate avant même de finir calciné dans le déluge atomique que ce petit... Il s'est passé quelque chose pendant mon blackout? Tout au long de la deuxième partie, on découvre la vraie personnalité de GLaDOS, qui s'exprime énormément quand Cave discute, et notamment ce passage qui montre qu'elle avait plus qu'une simple relation avec ce dernier, car ses idées se joignent avec les siennes. Les cadeaux sont prêts? Oui, monsieur Johnson. Qu'est-ce que... C'est qui ça? Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? On apprendra à la fin que GLaDOS n'était nulle autre que Caroline, l'assistante de Cave, et qui, en se réincarnant, ne voyait plus dans le laboratoire la vraie philosophie de Cave, la poussant à prendre les devants et à redéfinir le laboratoire à sa manière. Je terminerai ce passage avec ce moment qui conclut l'arc de GLaDOS, mais aussi la fin du jeu. Après avoir vaincu Wesley de la même façon que l'on a fait avec GLaDOS, c'est-à-dire la changer et la refaire devenir chef, ou plutôt maître des lieux, le laboratoire se transforme en dépotoir, mais GLaDOS, avec le peu d'humanité qui lui reste, décide de nous sauver, ainsi que de nous libérer de nos chaînes. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en étant Caroline. Je vous prenais pour mon ennemi juré, alors que vous étiez ma meilleure amie. J'ai aussi découvert autre chose, l'endroit de mon cerveau où vit Caroline. Nous voilà enfin sortis de ce cauchemar. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo m'a pris pas mal de temps parce que je voulais faire absolument des recherches sur la conception de GLaDOS parce que c'était un personnage qui m'a énormément marqué pour la conception de cette vidéo et même en jouant du coup au jeu. J'étais curieux de savoir comment cette méchant a été réalisée. Et puis même, c'est un méchant qui m'a profondément touché par sa narration, son style de conversation qui contraste énormément avec tous les méchants qu'on peut avoir. Le fait qu'elle soit sadique, mais d'un ton monotone, c'est drôle à regarder. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. À l'heure actuelle, on a dépassé les 1000 abonnés. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de nous suivre dans ce périple. Et puis oui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu, si le contenu vous plaît. Et en tout cas, moi je vous laisse. C'était Nelly en solo. Ciao. Change and our voices ring out, yeah. Took the mask off to feel free. Thought it out in the debris. Now we know that life will change. Ain't it a shame? I'm not a figment of your ailing old mind. I'm just as real and I'm just as dangerous as you, so know you'll find.